Salutations. Salut à tous et bienvenue sur Confession interdite, la chaîne où le drame crépite et la vengeance brûle plus fort que jamais. Si vous aimez les rebondissements stupéfiants, les personnages audacieux et les histoires qui vous tiennent en haleine jusqu'à la fin, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et plongez dans des récits captivants de trahison, de karma et de représailles ultimes. Préparez-vous à des moments inoubliables et des fins satisfaisantes, uniquement sur Crazy Pepper. Activez la cloche et que le drame commence. Histoire 1. Tout le monde pense que j'ai de la chance. Je regrette juste de ne pas avoir acheté un ticket de loto au lieu d'une alliance. Je m'appelle David Paris et, jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir tout compris. 40 ans, copropriétaire de Paris Électricité, la plus grande entreprise d'électricité générale de notre coin de la région lyonnaise. Une belle femme, Béatrice, 2 filles qui me parlent encore, et une maison qui semblait tout droit sortie d'un magazine de déco. Le rêve français. Jusqu'au portail en fer forgé que j'avais installé moi-même parce que, je suis électricien, mais je sais bricoler. Nous savons comment réparer les choses. Il s'avère que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Elles ne peuvent qu'être détruites. Tout a commencé un mardi. Je m'en souviens parce que Béatrice faisait toujours la lessive le mardi et elle pliait mes chemises de travail avec ce regard sur le visage. Celui qui disait que j'étais personnellement responsable de chaque tâche, chaque pli, chaque imperfection dans son monde parfaitement ordonné. David, il faut qu'on parle, dit-elle sans lever les yeux de la panière. J'étais affalé sur notre canapé en cuir, toujours dans mes vêtements de travail, en train de siroter une bière et de regarder l'équipe du soir. Après 12 heures passées à recabler une usine en banlieue, tout ce que je voulais, c'était du silence et les résumés des matchs. Mes 20 ans de mariage m'avaient appris que le « il faut qu'on parle » n'était jamais optionnel. « Qu'est-ce qui te tracasse, chérie ?» demandai-je en coupant le son de la télé. Elle me regarda enfin, et je vis quelque chose dans ses yeux que je voyais de plus en plus souvent ces derniers temps, la déception. Pas le genre normal, la frustration quotidienne de la vie conjugale. C'était plus profond, plus froid. Ton frère a appelé aujourd'hui. Jean, bien sûr. Mon frère aîné, l'enfant chéri, celui qui avait hérité du physique, du charme et, d'une manière ou d'une autre, de la moitié de l'entreprise familiale tout en ne faisant qu'un quart du travail. Jean Paris, qui pouvait vendre des congélateurs à des Esquimaux et qui n'avait jamais rencontré un miroir qu'il n'aimait pas. Qu'est-ce qu'il voulait, le petit Jean ? J'essayais de ne pas laisser paraître mon irritation. Il s'inquiète pour toi, David. De ton attitude au travail. Il dit que tu es difficile ces derniers temps. Je riais, mais sans humour. Difficile ? C'est comme ça qu'il appelle le fait que j'attende de lui qu'il se présente réellement aux réunions clients ? Béatrice posa la chemise qu'elle pliait et me lança ce regard. Celui qui me donnait l'impression d'être un enfant grondé. Il essaie d'aider, David. Jean se soucie de l'entreprise, de notre famille. Notre famille. La façon dont elle le disait me tordit les boyaux. Comme si Jean faisait partie de notre famille d'une manière qui allait au-delà des liens du sang. Jean se soucie de Jean, dis-je. Ça a toujours été le cas. Ce n'est pas juste. Et tu le sais. La voix de Béatrice avait pris ce ton tranchant maintenant. Celui qui signifiait que j'étais sur le point de perdre cette dispute, que j'ai raison ou non. Il travaille tout aussi dur que toi. Vraiment ? Parce que la semaine dernière, quand le projet Martin partait en vrille, où était Jean ? Oh, c'est vrai. Il était au club de golf en train de réseauter, pendant que j'étais jusqu'aux genoux dans le béton et les câbles pour réparer ses bêtises. Béatrice se retourna vers le linge, ses mouvements vifs et colériques. Peut-être que si tu passais moins de temps à te plaindre et plus de temps à travailler avec ton frère au lieu d'être contre lui, les choses iraient mieux. Je fixai son dos, la ligne rigide de ses épaules, et sentis quelque chose bouger en moi. Quelque chose qui s'accumulait depuis des mois, peut-être des années. Les critiques constantes, la façon dont elle prenait toujours le parti de Jean, la façon dont elle me regardait comme si j'étais le problème dans chaque équation. Quand as-tu cessé d'être dans mon équipe, Béatrice ? Elle ne répondit pas. Elle continuait simplement à plier le linge avec une précision mécanique, comme si elle pouvait plier tous les problèmes de notre mariage si elle alignait juste assez bien les plis. Cette nuit-là, je restais allongé dans le lit à écouter sa respiration. Et pour la première fois en 20 ans, je me sentis comme un étranger dans ma propre vie. Béatrice s'était détournée de moi,
recroquevillée de son côté du lit comme si elle se protégeait de quelque chose. De moi. J'aurais dû faire confiance à ce sentiment. J'aurais dû prêter attention à la façon dont elle avait commencé à faire plus de sport, à rester tard à son club de lecture, à prendre des appels téléphoniques dans l'autre pièce. J'aurais dû remarquer comment elle s'illuminait chaque fois que le nom de Jean apparaissait dans la conversation, ou comment elle semblait toujours connaître son emploi du temps mieux que le mien. Mais j'étais stupide, confiant. Je croyais en la vie que nous avions construite ensemble. Je croyais que 20 ans de mariage signifiaient quelque chose, que la femme qui avait promis de m'aimer pour le meilleur et pour le pire ne se débinerait pas au premier signe du pire. Le lendemain matin, j'arrivais tôt au bureau. Paris Électricité occupait un entrepôt réhabilité dans la zone industrielle de Vénissieux, tout en briques apparentes et poutres d'acier, avec des bureaux aménagés dans ce qui était autrefois le quai de chargement. Ce n'était pas joli, mais c'était à nous. Papa avait fondé l'entreprise en 1978. Et à sa mort il y a 5 ans, il l'avait laissé à Jean et moi à parts égales. Enfin, presque égales. Maman détenait toujours la part majoritaire, mais elle ne s'en mêlait plus depuis les funérailles de papa. Je passais en revue les dossiers du projet Martin quand Marie, notre chef de bureau, frappa à ma porte. Marie avait la soixantaine, travaillait pour papa depuis les années Mitterrand et avait ce genre d'yeux perçants qui ne manquait rien. « Bonjour David. Tu es là tôt. » Je ne pouvais pas dormir. Je me suis dit que j'allais prendre de l'avance. Elle étudia mon visage avec l'intensité d'un détective examinant une preuve. « Tout va bien à la maison ?» Marie n'avait jamais aimé Béatrice. Elle ne l'avait jamais dit directement, mais je pouvais le voir à la façon dont elle devenait formelle chaque fois que Béatrice appelait. La façon dont elle trouvait toujours des excuses pour être occupée quand Béatrice passait au bureau. Juste le bonheur conjugal habituel, dis-je en essayant de plaisanter. Marie ne sourit pas. David, je peux te donner un conseil ? Vas-y. Garde les yeux ouverts. C'est tout. Garde juste les yeux ouverts. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, Jean entra en coup de vent comme s'il était propriétaire des lieux, ce qui était techniquement le cas. De la moitié, en tout cas. Bonjour petit frère, Marie. Il afficha ce sourire à 1 million d'euros qui le sortait du pétrin depuis que nous étions gamins. Belle journée, n'est-ce pas ? Jean ressemblait à un mannequin sorti d'une publicité pour homme d'affaires prospère. Cheveux parfaitement coiffés, costume hors de prix, chaussures qui coûtaient probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. À 43 ans, il était toujours le genre d'homme que les femmes remarquaient et que les hommes enviaient. Tout était facile pour Jean. Le succès, l'argent, l'attention. Qu'est-ce qui t'amène au bureau avant midi ? Demandai-je. Son sourire vacilla une seconde. Très drôle. Je voulais te parler du projet Martin. J'ai entendu dire qu'il y avait quelques problèmes. Rien que je ne puisse gérer. J'en suis sûr, mais peut-être qu'il est temps d'apporter une perspective nouvelle. Je connais un type. Non. Je me levai et Jean recula d'un pas. Je n'étais pas aussi grand que mon frère. Pas aussi beau, mais j'étais plus carré, plus fort. Des années de travail physique avaient construit du muscle là où j'en avais que du charme. Je m'en occupe, Jean. C'est ce que je fais. Je gère les choses. Du calme, David. J'essaie juste d'aider. Vraiment ? Ou essaies-tu de débarquer et de t'attribuer le mérite quand j'aurai tout réparé ? Le visage de Jean se durcit. Le masque charmant glissa et pendant un instant, je vis quelque chose de froid en dessous. Tu sais quel est ton problème, David ? Tu es paranoïaque. Tout n'est pas un complot contre toi. Et tu es paresseux, répliquai-je. Tout ne va pas te tomber tout cuit dans le bec juste parce que tu souris joliment. Marie se racla la gorge. Peut-être que vous, les garçons, devriez poursuivre cette conversation ailleurs. Mais Jean se dirigeait déjà vers la porte. On parlera plus tard, David, quand tu seras de meilleure humeur. Après son départ, Marie secoua la tête. Ce garçon cause des ennuis depuis qu'il est en couche-culotte. C'est mon frère, Marie. Ça ne fait pas de lui ton ami. Le reste de la journée s'étira en longueur. Je me jetai dans le travail, me perdant dans le rythme familier de la résolution de problèmes et de l'effort physique. À 18 h, j'étais épuisé mais satisfait. Le projet Martin était remis sur les rails. Sans l'aide de Jean.
Je m'attendais à trouver Béatrice dans la cuisine quand je rentrais, préparant le dîner comme elle le faisait depuis 20 ans. Au lieu de cela, je trouvais un mot sur le comptoir. Parti au club de lecture. Reste dans le frigo. Ne m'attends pas. Le club de lecture, c'est ça. Béatrice avait rejoint un club de lecture il y a 6 mois, et soudain, elle lisait plus qu'un professeur de littérature. Des romans policiers, de la romance, des livres de développement personnel sur la recherche de soi et la reprise du pouvoir. J'aurais dû prêter plus d'attention au titre. Mes filles, Léa et Chloé, étaient dans leur chambre en train de faire leurs devoirs. À 15 et 13 ans, elles étaient à cet âge où les parents devenaient des accessoires embarrassants dans leur vraie vie. Mais elles me parlaient encore, riaient encore à mes blagues parfois. Elles étaient la meilleure chose que Béatrice et moi ayons jamais créée ensemble. Je réchauffais le gratin de la veille et mangeais seul, regardant les infos et essayant de ne pas penser à l'avertissement de Marie. Garde les yeux ouverts. Que étais-je censé chercher? Vers 22 heures, je décidai de conduire jusqu'à la librairie où le club de Béatrice se réunissait, juste pour voir si elle avait besoin qu'on la ramène. Je me disais, je suis juste un bon mari. Le parking était vide, à l'exception des voitures des employés. Le magasin était fermé depuis des heures. Je restai assis dans ma camionnette pendant un long moment, moteur tournant, chauffage à fond contre le froid d'octobre. Il y avait une douzaine d'explications innocentes. Peut-être avaient-elles déplacé la réunion. Peut-être étaient-elles allées boire un café après. Peut-être m'étais-je trompé d'endroit. Mais au fond de moi, là où vit l'instinct, je savais mieux. Ma femme me mentait. La question était pourquoi. J'étais sur le point de rentrer chez moi quand je vis une voiture familière tourner sur le parking de l'hôtel Novotel de l'autre côté de la rue. Le SUV blanc de Béatrice, celui avec l'autocollant « Maman fière » sur la vitre arrière. Elle se gara près de l'entrée latérale, loin des lumières principales. Mes mains se serrèrent sur le volant. Peut-être qu'elle rencontrait une amie. Peut-être que quelqu'un du club de lecture traversait une crise et avait besoin d'intimité pour parler. Peut-être. La portière passager s'ouvrit et Jean en sortit. Mon frère, ma femme, une chambre d'hôtel. Je restai là 10 minutes, regardant les fenêtres, attendant qu'ils ressortent. Ils ne le firent pas. Finalement, je rentrai chez moi, l'esprit tourbillonnant d'implications que je n'étais pas prêt à accepter. Mais Marie avait raison. Je devais garder les yeux ouverts, car la vie parfaite que je pensais avoir construite était sur le point d'exploser. Et j'étais le seul à ne pas voir la mèche brûler. Je ne dormis pas cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le SUV de Béatrice sur ce parking d'hôtel. Je voyais Jean en sortir comme s'il était chez lui. Au matin, je m'étais convaincu que j'étais paranoïaque, que je tirais des conclusions hâtives. Il devait y avoir une explication. Béatrice était déjà levée quand je descendis en titubant, vêtue de sa tenue de sport et préparant du café avec le genre d'énergie qui vient d'une bonne nuit de sommeil. Elle avait l'air radieuse, en fait plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des mois. « Bonjour chérie », dit-elle, sans tout à fait croiser mon regard. « Tu as bien dormi ?» Comme une masse, mentis-je. Comment c'était le club de lecture? Oh, tu sais, comme d'habitude. On lit ce roman fascinant sur une femme qui découvre que son mari lui ment depuis des années. Elle sourit en le disant, et je sentis la glace se former dans mon estomac. Ça a l'air passionnant. C'est quoi le titre? Pendant une seconde, elle hésita. La femme silencieuse. Tu n'aimerais pas. Je pris note mentalement de chercher ce titre plus tard. Probablement pas. Je préfère les histoires où les gens sont honnêtes les uns envers les autres. La main de Béatrice se figea à mi-chemin de sa tasse de café. L'honnêteté est parfois surcotée, David. Les gens mentent pour protéger ceux qu'ils aiment ou pour se protéger eux-mêmes. Elle me regarda alors, me regarda vraiment, et je vis quelque chose vaciller dans ses yeux. De la peur? De la culpabilité? Avant que je puisse l'identifier, elle se détourna. Je déjeune avec Sarah aujourd'hui, dit-elle. Entre filles. Sarah était la meilleure amie de Béatrice depuis la fac. Mariée à un avocat. Vivait dans les quartiers chics de Lyon. Je ne l'avais jamais beaucoup aimée. Elle avait une façon de me regarder comme si j'étais quelque chose qu'elle avait raclé sous sa chaussure. Amuse-toi bien, dis-je. Mais dès que Béatrice partit pour sa séance de sport,
j'appelai la maison de Sarah. Son mari répondit. Salut Thomas, c'est David Paris. Est-ce que Sarah est là? Sarah? Elle est à Paris jusqu'à jeudi pour voir sa sœur. Depuis le début de la semaine? Un autre mensonge. Il s'accumulait vite. Au bureau, je me surpris à étudier Jean avec un œil nouveau. Il était en retard comme d'habitude, arrivant vers 10 heures avec les cheveux encore humides de la douche et cet air satisfait que les hommes ont après une bonne nuit. Il sifflotait. Tu es de bonne humeur, observai-je. La vie est belle, petit frère. La vie est très belle. Il me tapa sur l'épaule et je dus résister à l'envie de lui briser les doigts. Comment va Béatrice? Elle avait l'air un peu fatiguée la dernière fois que je l'ai vue. C'était quand ça? Oh, tu sais, dans le coin. C'est une petite ville après tout. Mais nous ne vivions pas dans une petite ville. Nous vivions dans une agglomération de plus d'1 million d'habitants. On ne tombait pas juste sur les gens, dans le coin, à moins de les chercher. Je passais la matinée à passer des coups de fil, à vérifier les chantiers, à faire le vrai travail de gestion d'une entreprise pendant que Jean tenait la cour dans la salle de pause, charmant les secrétaires et racontant des histoires sur sa partie de golf du week-end. Vers midi, je dis à Marie que je sortais déjeuner. Au lieu de cela, je conduisis jusqu'à l'hôtel. Le réceptionniste était un gamin, peut-être 22 ans, avec le genre d'attitude serviable qui signifiait qu'il était nouveau. Je sortis ma carte de visite et pris ma voix la plus officielle. J'enquête sur des frais de carte bancaire frauduleux pour l'un de mes employés. J'ai besoin de vérifier si quelqu'un s'est enregistré ici hier soir sous le nom de Paris. Les yeux du gamin s'illuminèrent. Il adorait faire partie d'une enquête. Laissez-moi vérifier notre système. Mon cœur battait la chamade pendant qu'il tapait. Une partie de moi voulait qu'il ne trouve rien. Qu'il prouve que j'avais tort, que j'étais paranoïaque, que j'avais peur de mon ombre. Ouais, c'est là. Jean Paris s'est enregistré vers 21h30 hier soir. Parti ce matin vers 7h. Chambre 237. La glace dans mon estomac s'étendit à ma poitrine. Était-il seul? Le gamin parut mal à l'aise. Eh bien, je ne suis pas censé le dire, mais il y avait une femme avec lui. Une jolie blonde. Il semblait proche. Je le remerciai et sortis sur des jambes flageolantes. 20 ans de mariage, 20 ans à construire une vie ensemble, à élever des enfants, à partager des rêves, des peurs et les détails banals de l'existence quotidienne. Et elle jetait tout ça pour mon frère. Le pire, c'est que je n'étais même pas surpris. Au fond, je m'y attendais. Béatrice s'éloignait depuis des mois, trouvant à redire à tout ce que je faisais, me comparant défavorablement à Jean à la moindre occasion. Je pensais que c'était juste la fatigue du mariage, le genre de mauvaise passe que traversent tous les couples. J'avais tort. C'était une préparation. Elle montait un dossier contre moi, justifiant ce qu'elle faisait déjà. De retour au bureau, je trouvais Jeanne, mon assistante, en train d'organiser des dossiers dans la salle de conférence. Jeanne avait 35 ans, était divorcée, vive comme l'éclair et totalement loyale. Elle était dans l'entreprise depuis 8 ans et connaissait tous les secrets. Jeanne, j'ai besoin d'un service. Elle leva les yeux du classeur. Je t'écoute. J'ai besoin que tu surveilles l'emploi du temps de Jean pour moi. Discrètement. Où il va, quand il part, qui il rencontre. Jeanne étudia mon visage. C'est à propos du projet Martin? Quelque chose comme ça. Elle hocha lentement la tête. Considère que c'est fait. Et David, quoi qu'il se passe, je suis dans ton équipe. Cet après-midi-là, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait en 20 ans de mariage. J'engageai un détective privé. Son nom était Michel Torres, un ancien flic passé au privé après une blessure au dos qui l'avait forcé à quitter la police. Son bureau était au-dessus d'une agence d'intérim dans un quartier un peu craignos du centre-ville, mais ses références étaient solides. Et il avait le genre de visage buriné qui disait qu'il avait tout vu 2 fois. Conjoint infidèle, demanda-t-il après que je lui eus expliqué ce dont j'avais besoin. J'espère que non, mais j'ai besoin d'en être sûr. Ça va vous coûter cher. Surveillance, photos, documentation. Vous envisagez le divorce? Le mot me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Divorce. La destruction de tout ce que j'avais construit, tout ce pourquoi j'avais travaillé,
la fin de ma famille telle que je la connaissais. J'ai besoin de preuves d'abord. Michel hocha la tête. C'est toujours le cas. La plupart des gens ne veulent pas croire ce qu'ils savent déjà. Combien de temps voulez-vous que je sois là-dessus? Aussi longtemps qu'il le faudra. Je lui fis un chèque de 5 000 €. De l'argent que je pouvais me permettre, mais qui ferait mal. Tout était sur le point de faire mal. Ce soir-là, je rentrai à la maison pour trouver Béatrice en train de cuisiner. Vraiment cuisiner, pas réchauffer des restes ou commander une pizza. Elle avait fait mon bœuf bourguignon préféré, le genre de plat qu'elle faisait quand nous étions jeunes mariés et qu'on essayait encore de s'impressionner mutuellement. Quelle est l'occasion? Demandai-je. Une femme ne peut-elle pas cuisiner pour son mari sans arrière-pensée? Mais elle souriait en le disant. Et pendant un instant, j'ai presque cru que nous pouvions arranger ça. Presque cru que la chambre d'hôtel avait été une erreur, un moment de faiblesse qui pouvait être pardonné et oublié. Puis Jean appela. L'attitude entière de Béatrice changea quand elle entendit sa voix. Elle se redressa, toucha ses cheveux, sourit d'une manière dont elle ne m'avait pas souri depuis des mois. Oh, salut Jean. Oui, il est juste là. Elle me tendit le téléphone, mais je pus voir la réticence dans ses yeux. David, nous devons parler du contrat Moreau, dit Jean. Peux-tu me rejoindre au Murphy's dans 1 heure? Le Murphy's était un pub en centre-ville, le genre d'endroit où les entrepreneurs allaient se plaindre des clients et boire pour évacuer le stress de la journée. C'était aussi un terrain neutre public. Bien sûr, dis-je. On se voit là-bas. Béatrice me regardait intensément. Tout va bien? Des trucs de boulot. Je serai de retour dans quelques heures. Elle hocha la tête, mais je la surpris en train de vérifier son téléphone alors que je prenais mes clés. Le Murphy's était bondé, rempli de bruit et de frustration ouvrière. Je trouvais Jean à une table dans un coin, sirotant un whisky et l'air inhabituellement sérieux. Merci d'être venu, dit-il alors que je m'asseyais. Qu'est-ce qui est si urgent que ça ne pouvait pas attendre demain? Jean fixa son verre pendant un long moment. David, je pense que nous devons discuter de l'avenir de l'entreprise. Quoi à ce sujet? J'ai pensé. Peut-être qu'il est temps pour quelques changements. Un nouveau leadership, de nouvelles idées. Je fis signe au barman pour une bière. Quel genre de changement? Eh bien, maman vieillit. Elle pourrait vouloir prendre du recul, vendre ses parts, et avec la façon dont l'industrie change, nous avons besoin de quelqu'un qui peut s'adapter, qui peut attirer de nouveaux clients. Quelqu'un comme toi. Il ne l'a pas dit, mais il ne l'a pas nié non plus. J'étudiais le visage de mon frère, cherchant des indices, des signes de tromperie. Jean avait toujours été un bon menteur, mais je le connaissais depuis 40 ans. Je pouvais généralement repérer ses conneries. Ça n'aurait rien à voir avec Béatrice, n'est-ce pas? Le verre de Jean s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? À toi de me le dire. Vous semblez plutôt proches ces derniers temps. Béatrice est ma belle-sœur, David. Bien sûr que nous sommes proches. À quel point proches? La question flottait dans l'air entre nous comme de la fumée. Jean posa son verre et se pencha en arrière, et je vis quelque chose de carnassier vaciller dans ses yeux. Tu es paranoïaque, petit frère. Ce n'est pas attirant. Et tu es un menteur. Ça ne l'a jamais été. Jean sourit, mais il n'y avait aucune chaleur là-dedans. Attention, David. Tu commences à avoir l'air instable. Ce n'est pas le genre d'image que nous voulons pour l'entreprise. C'est une menace? C'est un conseil de quelqu'un qui se soucie de toi. Je finis ma bière et me levai. Merci pour l'inquiétude, mais je peux prendre soin de moi-même. Le peux-tu? Parce que d'où je suis assis, on dirait que tu perds le contrôle. Ton tempérament, ton jugement, ta famille. Le dernier mot fut un couteau entre mes côtes. J'en savais. Il savait que je soupçonnais et il me narguait avec ça. À demain, Jean. Ouais, à demain. Je sortis du Murphy's avec l'impression de venir de déclarer la guerre. Peut-être que je l'avais fait. Peut-être que c'était attendu depuis longtemps. Quand je rentrai à la maison, Béatrice était déjà au lit, faisant semblant de lire. Elle leva les yeux quand j'entrai dans la chambre, et je vis la culpabilité écrite sur tout son visage. Comment s'est passée ta réunion? Illuminante.
Je fis les gestes habituels pour me préparer au lit, me brosser les dents, mettre mon pyjama, essayer d'agir normalement. Mais à l'intérieur, je planifiais. Si Jean voulait la guerre, il l'aurait. Mais elle se livrerait selon mes conditions, avec mes règles. J'avais fini d'être le bon gars, fini d'être le mari confiant et le frère loyal. Ils avaient fait leur choix, et maintenant je ferai le mien. Alors que je restais allongé dans le noir à écouter la fausse respiration de sommeil de Béatrice, je pensais à Michel, aux photos de surveillance et aux preuves, aux avocats de divorce et aux batailles pour la garde et à la destruction de tout ce que j'avais construit. Mais surtout, je pensais à la vengeance. Parce que s'ils pensaient que David Paris allait se coucher et faire le mort pendant qu'il découpait sa vie, ils allaient apprendre à quel point ils se trompaient. Le jeu était lancé et j'avais l'intention de gagner. Michel m'appela 3 jours plus tard avec des nouvelles qui confirmaient mes pires craintes et me donnaient les munitions dont j'avais besoin. Votre femme et votre frère ont définitivement une liaison, dit-il sans préambule. J'ai des photos, des vidéos, des factures d'hôtel remontant à 4 mois. Ce n'est pas une chose récente, monsieur Paris. C'est une relation suivie. J'étais assis dans ma camionnette à l'extérieur d'un chantier et je devais serrer le volant pour empêcher mes mains de trembler. À quel point c'est grave. Grave. Ils n'essaient même plus de se cacher. Hier, je les ai suivis au déjeuner au Romano. C'est ce restaurant italien chic sur la 5e rue. Ils se tenaient la main à travers la table, s'embrassaient comme des adolescents. Votre frère avait sa main sur sa jambe tout le temps. Le Romano, où Béatrice et moi étions allés pour notre anniversaire. 3 années de suite. Là où Jean savait que nous étions allés parce que Béatrice postait toujours des photos sur les réseaux sociaux. Il marquait son territoire, revendiquant ce qui avait été à nous. Quoi d'autre? Il se retrouve au Novotel du centre-ville tous les mardis et jeudis, même chambre, 237. Votre frère paie en espèces, utilise son vrai nom. Soit il est incroyablement stupide, soit il veut se faire prendre. Ou il planifiait quelque chose. Jean avait toujours été calculateur, pensant toujours 3 coups à l'avance. Rien de ce qu'il faisait n'était sans but. J'ai besoin de copies de tout, dis-je. J'ai déjà gravé un DVD. Mais monsieur Paris, si vous pensez à les confronter, je vous le déconseille. Pas avant d'avoir parlé à un avocat. Ce genre de preuve peut être puissant dans une procédure de divorce pour faute, mais seulement si vous gérez ça correctement. Un avocat? Divorce. Les mots semblaient irréels, comme s'ils appartenaient à la vie de quelqu'un d'autre, mais c'était mes mots maintenant, ma réalité. Merci, Michel. Envoyez-moi votre facture. Je le ferai. Étage M Paris, je suis désolé. Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez entendre. Mais c'était exactement ce que je m'attendais à entendre. La seule surprise était la durée. 4 mois. 4 mois de mensonges, de Béatrice rentrant à la maison après avoir été avec Jean. De dîners de famille où ils s'asseyaient l'un en face de l'autre et faisaient semblant de n'être rien de plus que beau-frère et belle-sœur. Je conduisis jusqu'au bureau dans un état second, les mots de Michel résonnant dans ma tête. Ils se tenaient la main, s'embrassaient comme des adolescents. Votre frère avait sa main sur sa jambe. Chez Paris Électricité, je trouvais le chaos. Le projet Martin avait rencontré un autre obstacle. Un inspecteur municipal avait rejeté notre plan électrique, affirmant qu'il ne respectait pas les nouvelles normes entrées en vigueur le mois précédent. C'était le genre de cauchemar bureaucratique qui pouvait retarder un projet de plusieurs semaines et nous coûter des milliers d'euros en pénalité. Où est Jean? Demandai-je à Marie. Pas vu depuis hier. Il a dit qu'il avait des réunions toute la journée. Des réunions? Bien sûr. Je savais exactement quel genre de réunion Jean avait. Je passais l'après-midi à gérer la crise Martin, à faire jouer des faveurs, à négocier avec les fonctionnaires municipaux, à faire le sale boulot qui maintenait notre entreprise en marche. À 18h, j'avais remis le projet sur les rails, mais j'étais épuisé et en colère. Jean se montra enfin alors que je rangeais mes affaires pour partir. Et, petit frère. J'ai entendu dire qu'on a eu de l'agitation aujourd'hui. Il avait l'air détendu, satisfait. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés. Et je saisis une bouffée de parfum. Le parfum de Béatrice, celui cher qu'elle portait pour les grandes occasions. Rien que je ne puisse gérer, dis-je. Je suis sûr que tu es doué pour nettoyer les dégâts. Il sourit en le disant, et j'eus envie de mettre mon poing dans ses dents parfaites.
En parlant de dégâts, comment était ta journée? Des réunions productives. Très productives. Je travaille sur de nouvelles opportunités pour l'entreprise. Des trucs d'envergure. Avec qui? Le sourire de Jean vacilla. Diverses personnes. Tu ne les connaîtrais pas. Et c'est toujours, David. C'est quoi cet interrogatoire? Je ne questionne pas chacun de tes mouvements. Peut-être que tu devrais. Peut-être que nous devrions tous les deux être plus transparents sur nos activités. Nous nous fixions à travers mon bureau, et je vis le masque de Jean glisser juste un instant. Sous le charme et le sourire, il y avait quelque chose de froid et de calculateur, quelque chose qui avait toujours été là, je le réalisais, caché sous l'extérieur de l'enfant chéri. Y a-t-il quelque chose que tu veux me demander, David? Ouais. Tu te tapes ma femme? La question flotta dans l'air comme un câble sous tension. Jean ne répondit pas immédiatement, et dans ce silence, j'eus ma confirmation. C'est une sacrée accusation, dit-il finalement. Ce n'est pas une accusation. C'est une question. Tu te tapes ma femme? Jean se leva lentement, ajustant sa veste de costume onéreuse. Je pense que tu as besoin d'aide, David. Une aide professionnelle. Cette paranoïa, ces accusations délirantes, ce n'est pas sain. Réponds à la question. Je n'ai rien à répondre, mais je vais dire ceci. Si ton mariage est en difficulté, peut-être devrais-tu te regarder dans le miroir au lieu de pointer les autres du doigt. Il sortit sans un autre mot, me laissant seul avec ma rage et le goût de la trahison dans la bouche. Cette nuit-là, je m'assis dans mon bureau à la maison en regardant la vidéo de surveillance de Michel sur mon ordinateur portable. Il y avait Béatrice, ma femme depuis 20 ans, entrant au Novotel avec mon frère, riant à quelque chose qu'il disait, le regardant comme elle avait l'habitude de me regarder. Il y avait Jean ouvrant la portière de la voiture pour elle, sa main dans le creux de ses reins alors qu'ils entraient dans l'hôtel. La proximité décontractée de tous a été pire que si je les avais surpris au lit. Ce n'était pas juste du sexe. C'était une relation. J'avançais rapidement à travers des heures de séquence, les regardant aller et venir, voyant le modèle émerger. Les mardis et jeudis, comme une horloge. Parfois, ils déjeunaient d'abord. Parfois, ils allaient faire du shopping ensemble. Ils ressemblaient à un couple. Ils avaient l'air heureux. Le pire était de voir Béatrice sourire. Vraiment sourire, comme elle le faisait quand nous étions jeunes et que tout était possible. Elle ne m'avait pas souri comme ça depuis des années. Mon téléphone vibra avec un texto de Béatrice. Je travaille tard au bureau. Ne m'attends pas, c'était jeudi. Je savais exactement où elle travaillait tard. Je fermai l'ordinateur portable et me servis 3 doigts de bourbon. Puis je m'assis dans mon fauteuil et planifiai leur destruction. Parce que si Béatrice et Jean pensaient pouvoir détruire ma vie sans conséquence, ils étaient sur le point d'apprendre le contraire. J'avais bâti Paris Électricité à partir de rien, transformé l'affaire en une entreprise pesant plusieurs millions d'euros par le travail acharné et la détermination. J'avais été un mari et un père fidèle, un frère et un fils loyal, et c'était ma récompense. La trahison, les mensonges, le démantèlement lent de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils m'avaient sous-estimé. Ils pensaient que j'étais stupide, aveugle, facile à manipuler. Ils pensaient que je me coucherais et accepterais les miettes qu'ils me jetteraient. Ils avaient tort. Je pris mon téléphone et composai un numéro que j'avais mémorisé mais jamais utilisé. Cabinet Keller et Associés, répondit une voix. Je dois parler à maître Jacques Keller. Dites-lui que David Paris appelle pour un divorce. Jacques Keller était un requin dans un costume à 1000 €. Le genre d'avocat spécialisé en divorce contre lequel les autres avocats mettaient leurs clients en garde. Son bureau occupait le dernier étage du plus grand immeuble du centre-ville avec des baies vitrées donnant sur la ville comme un chasseur surveillant son territoire. Monsieur Paris, dit-il en me serrant la main avec la poigne d'un homme qui écrasait ses adversaires pour gagner sa vie. J'ai entendu parler de vous, Paris Électricité. Opération impressionnante. Merci. Alors, que puis-je faire pour vous? Je lui tendis le DVD de Michel et un dossier contenant les factures d'hôtel, les relevés téléphoniques et une chronologie que j'avais construite de la liaison de Béatrice et Jean. Keller examina tout avec le professionnalisme détaché d'un chirurgien examinant une tumeur. C'est très complet, dit-il finalement.
Votre femme et votre beau-frère ont été imprudents. En France, l'infidélité est toujours un motif de divorce pour faute. Et ce niveau de documentation sera dévastateur devant le tribunal. Quelles sont mes options? Plusieurs. Nous pouvons déposer une demande de divorce immédiatement, demander la garde exclusive de vos filles, et contester toute prestation compensatoire. Avec des preuves aussi solides, votre femme sera dans une position de négociation très faible. Et pour l'entreprise? Keller sourit, et ce n'était pas une expression agréable. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Paris Électricité est une entreprise familiale, exact? Vous et votre frère êtes partenaires égaux avec votre mère détenant la part majoritaire. C'est exact. Alors votre frère vient de vous remettre une arme très puissante. Le droit des sociétés désapprouve les associés qui adoptent une conduite préjudiciable à l'entreprise. Une liaison avec la femme d'un coassocié pourrait être un motif d'exclusion ou de rachat forcé, surtout si nous pouvons démontrer que cela a affecté les opérations de l'entreprise. Je pensais au projet Martin, aux absences croissantes de Jean, à toutes les fois où je l'avais couvert pendant qu'il était parti coucher avec ma femme. Cela a affecté les opérations. Documentez tout. Chaque réunion manquée, chaque retard de projet, chaque cas où vous avez dû compenser son absence. Nous allons le détruire professionnellement et personnellement. Combien de temps cela prendra-t-il? Cela dépend de la force avec laquelle ils veulent se battre. Mais Monsieur Paris, je dois vous avertir, cela va devenir moche. Le divorce l'est toujours, mais quand des entreprises familiales et l'infidélité sont impliquées, cela devient une guerre nucléaire. Êtes-vous prêt pour ça? Je pensais au sourire de Béatrice dans la vidéo de surveillance, à la confiance suffisante de Jean. À 20 ans de mariage réduit à des factures d'hôtel et des images de vidéosurveillance. Je suis prêt pour la guerre. Keller hocha la tête d'un air approbateur. Alors commençons. Le premier coup fut tiré 3 jours plus tard. Keller fit signifier les papiers du divorce à Béatrice à son cours de yoga devant toutes ses amies. C'était une humiliation calculée conçue pour briser son image soigneusement construite de femme et mère parfaite. Elle rentra à la maison ce soir-là comme un ouragan, serrant les papiers et tremblant de rage. « Comment oses-tu » hurla-t-elle en jetant les documents à ma tête. « Comment oses-tu m'embarrasser comme ça ?» J'étais assis dans mon fauteuil inclinable à regarder les informations, et je ne tressaillis même pas quand les papiers me frappèrent. « Je t'embarrasse ?» C'est cocasse venant de quelqu'un qui couche avec mon frère depuis 4 mois. Le visage de Béatrice devint blanc. Je ne sais pas de quoi tu parles. Chambre 237 au Novotel, mardi et jeudi, restaurant Le Romano. Dois-je continuer? Elle s'effondra sur le canapé comme un ballon dégonflé. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. David, je peux expliquer. Ne le fais pas. Surtout pas. J'ai vu les photos, Béatrice. Je sais tout. Elle commença à pleurer alors. Le genre de larmes désespérées qui viennent quand quelqu'un réalise que son monde s'effondre. Mais je ne ressentis rien. L'homme qui l'aurait réconforté, qui aurait essayé de sauver leur mariage, était mort au moment où j'avais vu cette vidéo de surveillance. Ce n'était pas censé arriver, sanglota-t-elle. C'est juste. C'est juste arrivé. Jean était là quand tu travaillais toujours et que tu étais toujours stressé par l'entreprise. Il m'écoutait, me faisait me sentir spécial. Assez spécial pour trahir 20 ans de mariage. Tu ne comprends pas. Tu n'es jamais là, David. Même quand tu es là, tu n'es pas vraiment là. Tu tiens plus à cette maudite entreprise qu'à moi. Alors, tu as décidé de coucher avec mon frère. C'est parfaitement logique. Les larmes de Béatrice s'arrêtèrent, remplacées par la colère. Oui. Oui, je l'ai fait. Et tu sais quoi? Je ne suis pas désolé. Jean me rend heureuse d'une manière que tu ne pourrais jamais. Alors tu seras ravi d'apprendre qu'il est sur le point d'être au chômage. Qu'est-ce que tu veux dire? Je souris et je savais que ce n'était pas un sourire gentil. Je veux dire que ton petit ami est sur le point de perdre sa part de Paris Électricité. L'infidélité avec le conjoint d'un associé est un motif d'exclusion. Keller dépose les papiers demain. Le visage de Béatrice traversa une série d'expressions. Confusion, réalisation, peur. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi faire. Elle se leva, faisant les 100 pas comme un animal en cage.
David, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller conjugal. Essayer de réparer les choses. Réparer les choses? Béatrice, tu me mens depuis des mois. Tu as été dans mon lit après avoir été dans le sien. Tu t'es assise au dîner de famille et m'as regardé dans les yeux tout en planifiant ma destruction. Il n'y a plus rien à réparer. Et les filles? Et Léa et Chloé? Ça va les détruire. Ça m'a touché là où ça faisait mal. Mes filles étaient les victimes innocentes dans tout ça, et la pensée de leur faire subir une bataille pour la garde me rendait malade. Mais Béatrice et Jean auraient dû y penser avant de décider de faire exploser notre famille. Les filles iront bien. Elles vivront avec moi. Ça, c'est ce qu'on verra. Lis les papiers, Béatrice. Je demande la garde exclusive. Et avec ton infidélité documentée, je l'aurai. Elle me fixa comme si elle me voyait pour la première fois. Je ne sais plus qui tu es. Je suis l'homme que tu as créé. L'homme en qui tu m'as transformé quand tu as décidé de trahir tout ce que nous avons construit ensemble. Béatrice partit cette nuit-là, probablement pour courir vers Jean. Je m'en fichais. J'avais du travail à faire. Le lendemain matin, j'arrivai au bureau tôt et convoquai une réunion d'urgence du conseil d'administration. Le conseil de Paris Électricité se composait de moi, Jean, maman et notre avocat, Jérôme Vallet. C'était l'heure de jouer mon A. Jean arriva l'air hagard, comme s'il n'avait pas dormi. Bien. J'espérais qu'il souffrait. De quoi s'agit-il, David? Demanda maman. Elle avait 72 ans, dure comme la pierre, et avait bâti l'entreprise aux côtés de papa à partir de rien. Elle ne tolérait ni la faiblesse ni la stupidité. Il s'agit de la conduite de Jean et de son impact sur les opérations de l'entreprise, dis-je en distribuant des copies d'un rapport que j'avais préparé. Depuis 4 mois, Jean est absent de réunions cruciales, a manqué des délais importants et n'a pas rempli ses responsabilités d'associé. Le visage de Jean était rouge de colère. C'est des conneries, et tu le sais. Ah oui? Le projet Martin a failli échouer parce que tu n'étais pas là pour gérer la relation client. Le contrat Moreau a été retardé parce que tu as manqué 3 réunions consécutives. Dois-je continuer? Tu es ridicule, David. Je travaillais au développement de nouvelles affaires. Quel genre de développement? Demandai-je innocemment. Jean ouvrit la bouche, puis la referma. Il ne pouvait pas vraiment admettre qu'il développait une relation avec ma femme. Maman étudiait le rapport avec l'intensité d'un expert comptable examinant une déclaration fiscale. Ce sont des allégations sérieuses, David. As-tu des documents? Je lui tendis un deuxième dossier contenant des copies de rendez-vous manqués, de plaintes de clients et de retards de projet. Tout est documenté, maman. Les activités personnelles de Jean ont été préjudiciables aux opérations de l'entreprise. Quelles activités personnelles? Demanda Jérôme. C'était le moment que j'attendais. Jean a une liaison avec ma femme. Depuis 4 mois, il donne la priorité à sa relation avec Béatrice sur ses responsabilités envers cette entreprise. La pièce devint silencieuse comme une tombe. Le visage de maman était de marbre, mais je pouvais voir la fureur monter derrière ses yeux. Elle avait bâti Paris Électricité sur les fondations des valeurs familiales et du travail acharné. L'infidélité au sein de la famille était la trahison ultime de tout ce qu'elle représentait. Est-ce vrai, Jean? Demanda-t-elle doucement. Jean semblait piégé, désespéré. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Est-ce vrai? Oui, mais... Sors. Maman, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Sors de mon bâtiment. Sors de mon entreprise. Sors de ma famille. Le visage de Jean se décomposa. Tu ne peux pas faire ça. Je possède la moitié de l'entreprise. Maman se leva, irradiant la fureur du haut de son mètre 60. Plus maintenant. Jérôme, prépare les papiers de rachat. J'en ai plus associé chez Paris Électricité. Vous ne pouvez pas juste me virer. Regarde-moi faire, dit maman, faisant écho à mes mots de la veille. Tu veux te comporter comme un chien en chaleur? Tu peux trouver un autre endroit pour le faire. Cette entreprise a été bâtie sur l'honneur et le travail, pas sur la trahison et les mensonges. Jean me regarda avec une haine pure. Ce n'est pas fini, David. Si, ça l'est. Il sortit en trombe,
claquant la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. Maman se rassit, paraissant soudainement porter chacun de ses 72 ans. Je suis désolé, David. Je suis désolé que cela t'arrive et je suis désolé pour Jean. Je l'ai mieux élevé que ça. Ce n'est pas ta faute, maman. N'est-ce pas? Peut-être que je l'ai trop gâté, rendu les choses trop faciles. Ton père disait toujours que Jean avait besoin d'apprendre à la dure, mais je l'ai protégé. Elle me regarda avec des yeux tristes. Je ne ferai plus cette erreur. Jérôme se racla la gorge. David, cela te donne le contrôle de l'entreprise. Les parts de Jean te reviennent en tant qu'associé restant, moyennant rachat. Le contrôle. En une matinée, j'étais passé de partenaire égal à propriétaire quasi unique, avec maman, de Paris Électricité. J'aurais dû ressentir de la victoire, mais tout ce que je ressentais était le vide. Il y a encore une chose, dis-je. Je demande le divorce. Ça va être salissant, et je veux m'assurer que l'entreprise est protégée. Maman hocha la tête sombrement. Fais ce que tu as à faire, fils. La famille c'est la famille, mais les affaires sont les affaires. Alors que la réunion se terminait, je ressentis un mélange de satisfaction et de tristesse. J'avais gagné la première bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Béatrice et Jean allaient se regrouper, trouver de nouvelles armes à utiliser contre moi. Mais j'étais prêt pour eux, car l'ancien David Paris, le mari confiant et le frère loyal, était parti. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, plus intelligent et infiniment plus dangereux. Quelqu'un qui jouait pour gagner. La contre-attaque arriva plus vite que je ne l'espérais. 3 jours après l'expulsion de Jean de l'entreprise, j'arrivai au bureau pour trouver le chaos. La moitié de notre équipe s'était portée pâle. 2 gros clients avaient annulé des contrats et notre compagnie d'assurance menaçait de résilier notre couverture en attendant une enquête sur des irrégularités dans la gestion de l'entreprise. Marie m'accueillit à la porte avec une expression sombre. C'est mauvais, David. Vraiment mauvais. À quel point? Jean a été occupé. Il a appelé des clients, répandu des rumeurs sur ton état mental, suggérant que l'entreprise est instable. Il a aussi parlé à nos sous-traitants, laissant entendre qu'ils pourraient ne pas être payés s'ils continuent à travailler avec nous. Je sentis ma mâchoire se crisper. Ce fils de... Il y a pire. 3 de nos meilleurs électriciens viennent de démissionner pour rejoindre Martin Électricité. Devine qui soutient l'expansion de Martin. Jean. Bingo. Il utilise ses indemnités de départ pour financer une entreprise concurrente. Et David, il a embauché Béatrice comme chef de bureau. Cela me frappa comme un coup physique. Béatrice n'avait jamais travaillé en dehors de la maison pendant notre mariage, avait toujours insisté sur le fait qu'elle devait être disponible pour les filles, mais apparemment elle était disponible pour Jean d'une manière qu'elle n'avait jamais été pour moi. Ils essaient de nous détruire, dis-je. Ils essaient de te détruire, corrigea Marie. Ce n'est plus une question d'affaires. C'est personnel. Elle avait raison. Jean et Béatrice ne partaient pas simplement. Ils essayaient de brûler tout ce que j'avais construit en partant. Ils voulaient me voir échouer, pour prouver que je n'étais rien sans eux. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient. Je passais la matinée à limiter les dégâts, appelant personnellement les clients, les rassurant sur la stabilité de l'entreprise. La plupart étaient prêts à écouter. J'avais noué des relations avec ces gens pendant 20 ans, et cela comptait pour quelque chose. Mes 3 contrats furent perdus, représentant près d'un demi-million d'euros de chiffre d'affaires. Vers midi, Jeanne frappa à la porte de mon bureau. « David, tu dois voir ça. » Elle me tendit un email imprimé de la Chambre des métiers. Quelqu'un avait déposé une plainte contre Paris Électricité, alléguant des violations de sécurité et des pratiques commerciales inappropriées. La plainte était anonyme, mais je savais exactement qui l'avait déposée. Ils essaient de faire révoquer notre licence, dis-je. Peuvent-ils faire ça? Si les allégations tiennent, ouais, on met la clé sous la porte. Je fixai la plainte, lisant entre les lignes. Jean connaissait nos opérations de l'intérieur. Il savait quels projets pouvaient avoir des violations mineures du code, quels inspecteurs pourraient être disposés à causer des problèmes. Il utilisait 20 ans de connaissances internes pour me détruire. Qu'est-ce qu'on fait? Demanda Jeanne. On riposte. Cet après-midi-là, je passais une série d'appels téléphoniques qui auraient rendu Keller fier.
Je contactais chaque client que Jean courtisait, chaque sous-traitant qu'il essayait de voler, chaque fournisseur dont il avait besoin pour construire sa nouvelle entreprise. Je leur rappelais les contrats qu'ils avaient avec Paris Électricité, les accords d'exclusivité, les conséquences juridiques de la rupture de leurs engagements. À 17h, 3 de nos électriciens perdus avaient appelé pour redemander leur travail. 2 clients avaient reconsidéré leurs annulations. La nouvelle entreprise de Jean était déjà en difficulté avant même d'avoir officiellement été lancée. Mais le vrai coup vint quand j'appelais l'investisseur principal de Martin Électricité. Thomas, c'est David Paris. J'ai entendu dire que tu soutenais un nouvel entrepreneur en électricité. David, content de t'entendre. Ouais, Jean Paris m'a approché avec une proposition intéressante. Il dit qu'il a l'expérience et les contacts pour rivaliser avec les grands. A-t-il mentionné qu'il a été viré de Paris Électricité pour avoir eu une liaison avec ma femme? Silence à l'autre bout du fil. Thomas, tu es toujours là? Bon sang, David, je n'en avais aucune idée. Jean est un bon vendeur, mais il n'est pas digne de confiance. Demande-toi s'il trahira ses partenaires comme il a trahi son propre frère. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il ne te trahira pas? L'appel se termina avec la promesse de Thomas de reconsidérer sa stratégie d'investissement. En 2 heures, le financement de Jean s'était évaporé. Je me sentais plutôt bien quand Béatrice appela. Espèce d'idiot, dit-elle sans préambule. Tu as détruit l'affaire de Jean avant même qu'elle ne commence. J'ai protégé mon entreprise. Il y a une différence. Il essaie de construire quelque chose de nouveau, d'essayer de recommencer. Tu ne peux pas juste le laisser partir? Comme tu as laissé partir notre mariage? Comme il a laissé partir 20 ans de fraternité? David, s'il te plaît. Ça doit s'arrêter. Tu blesses des gens innocents. Innocents? Béatrice, toi et Jean m'avez déclaré la guerre. Vous avez essayé de voler mes clients, mes employés, mon gagne-pain. Qu'est-ce que vous attendiez que je fasse? Que je me couche et que je crève? Je m'attendais à ce que tu sois meilleur que ça. Je riais, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Meilleur? J'étais meilleur, Béatrice. J'étais fidèle, loyal et confiant. Et tu sais ce que ça m'a apporté? Une femme infidèle et un frère traître. Alors non, je ne vais plus être meilleur. Je vais être plus intelligent. Les filles posent des questions, David. Elles voulaient savoir pourquoi maman ne vit plus à la maison. Pourquoi oncle Jean ne vient pas dîner? Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Cela m'arrêta net. Léa et Chloé étaient les victimes innocentes dans tout ça. Et l'idée qu'elles souffrent à cause des choix de leur mère me rendait malade. Dis-leur la vérité. Dis-leur que leur mère a choisi un autre homme plutôt que leur père. Je ne peux pas faire ça. Alors trouve autre chose. Mais ne t'attends pas à ce que je mente pour toi. Béatrice resta silencieuse un long moment. David, et si on pouvait s'arranger? Et si Jean et moi déménagions, recommencions ailleurs? Envisagerais-tu d'abandonner le divorce pour faute? Non. Juste comme ça. Pas de réflexion, pas de discussion. Juste comme ça. Tu as fait ton choix, Béatrice. Maintenant vis avec. Je raccrochai et me sentis immédiatement coupable. Peut-être étais-je trop dur. Peut-être y avait-il encore une chance de sauver quelque chose du naufrage de notre mariage. Puis je me souvins de la vidéo de surveillance. La façon dont Béatrice avait regardé Jean, la proximité décontractée de leur trahison. Non, il n'y avait pas de retour en arrière. Trop de dégâts avaient été faits. Trop de mensonges racontés. La seule voie à suivre passait par la destruction complète de l'ancienne vie et la construction de quelque chose de nouveau. Ce soir-là, je récupérai les filles pour le dîner. L'arrangement de garde était temporaire, visite supervisée pendant que la procédure de divorce continuait. Mais c'était mieux que rien. Léa, ma fille de 15 ans, était silencieuse pendant le trajet jusqu'au restaurant. Chloé, 13 ans et plus émotive, pleura quand elle monta dans la voiture. « Papa, pourquoi maman et toi ne pouvez pas réparer les choses ?» demanda-t-elle. Je me garai et me tournai pour faire face à mes filles. Elles méritaient l'honnêteté, ou autant que je pouvais leur en donner. Parfois, quand les gens se blessent assez fort, les choses ne peuvent pas être réparées, dis-je. Votre mère et moi, nous nous sommes blessés d'une manière qui ne peut être effacée.
Mais vous vous aimez, dit Léa. Tu es censé aimer l'autre pour toujours. J'aimais votre mère. Je l'aimais plus que tout au monde, sauf vous deux. Mais l'amour ne suffit pas toujours. C'est à cause d'oncle Jean, demanda doucement Léa. Je fixai ma fille, surpris par sa perspicacité. Qu'est-ce qui te fait demander ça? Je les ai vus ensemble à la maison quand tu étais au travail. Ils étaient proches. Mon cœur se brisa pour elle. Aucun enfant ne devrait avoir à être témoin de la destruction de sa famille. Ne devrait avoir à porter le poids des secrets d'adultes. Oui, dis-je finalement. C'est à cause d'oncle Jean. Chloé commença à pleurer plus fort. Je le déteste. Je le déteste pour vous avoir fait vous disputer, toi et maman. Ne déteste personne, ma chérie. La haine te rongera de l'intérieur. Ta mère et oncle Jean ont fait des choix, et maintenant nous devons tous vivre avec les conséquences, mais cela ne signifie pas que tu dois les haïr. Est-ce que tu les détestes? Demanda Léa. Je considérais la question. Est-ce que je haïssais Béatrice et Jean? Ou était-ce quelque chose de plus profond, plus complexe? Trahison, déception, rage, tout mélangé en quelque chose qui ressemblait à de la haine, mais qui pouvait être tout autre chose. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Je suis trop en colère en ce moment pour savoir ce que je ressens vraiment. Nous allâmes dîner dans une pizzeria familiale, le genre d'endroit où les enfants pouvaient être bruyants et les parents pouvaient faire semblant que tout était normal. Mais rien n'était plus normal. Nous étions une famille brisée essayant de maintenir l'illusion de l'unité. Et cela se voyait dans chaque sourire forcé, chaque silence gêné. Quand je déposai les filles à l'appartement temporaire de Béatrice, elle attendait sur les marches devant l'entrée. Elle avait l'air fatiguée, plus vieille que ses 39 ans. Le stress du divorce faisait des ravages sur nous tous. Comment était-elle? Demanda-t-elle, confuse, blessée, en colère. Béatrice hocha tristement la tête. Elle voit quelqu'un? Oui. Le docteur Morin dit que c'est normal que les enfants se blâment quand leurs parents divorcent. Elle ne se blâme pas. Elle me blâme moi. David, c'est bon. Je préfère qu'elle me blâme moi plutôt qu'elle sache toute la vérité. Elle me regarda avec quelque chose qui aurait pu être de la gratitude. Merci. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour elle. Alors que je rentrais chez moi dans ma maison vide, je pensais à la guerre que je menais. Je gagnais. L'affaire de Jean était détruite. Béatrice était isolée de son cercle social. Et j'avais le contrôle de Paris Électricité. Mais la victoire semblait creuse quand elle se faisait au prix du bonheur de mes filles. Peut-être était-il temps d'envisager une stratégie différente. Peut-être était-il temps de mettre fin à cela avant que cela ne détruise ce qu'il restait de notre famille. Puis mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Tu penses avoir gagné, mais c'est loin d'être fini. Nous allons te détruire, David. Compte là-dessus. Je fixai le message, sentant la rage familière monter dans ma poitrine. Il n'avait pas fini. Même après tout, les affaires perdues, l'humiliation publique, la procédure de divorce, il voulait encore me faire du mal. Bien. S'il voulait l'escalade, j'étais prêt. Mais la phase suivante ne concernerait pas les affaires, l'argent ou même la garde. La phase suivante concernerait la destruction complète et totale. Et j'allais apprécier chaque minute. Les menaces anonymes continuèrent pendant une semaine. Des SMS, des emails, même un mot laissé sur mon pare-brise au supermarché. Chacun promettait vengeance, destruction, douleur. Ils essayaient de m'intimider, de me rendre paranoïaque et effrayé. Ils réussirent à me rendre paranoïaque. Mais au lieu de la peur, je ressentis de l'anticipation. Parce que les gens paranoïaques prennent des précautions, et les précautions peuvent devenir des armes. J'installai des caméras de sécurité autour de ma maison et de mon bureau. J'embauchai un garde du corps, un ancien militaire nommé Marc, qui avait l'air de pouvoir soulever un camion. Je documentais chaque menace, chaque appel suspect, chaque signe que Béatrice et Jean intensifiaient leur campagne, et j'attendis. L'attaque survint un jeudi soir. Je travaillais tard au bureau, examinant les offres pour un projet hospitalier majeur. Quand les lumières s'éteignirent, l'éclairage de secours s'enclencha, projetant tout dans une lueur rouge étrange. Marc apparut dans l'encadrement de ma porte, la main dans sa veste. « Patron, on a du mouvement dehors. »
3 véhicules, au moins 6 personnes. Appelle la police. Déjà fait, mais ils sont à 15 minutes. J'ouvris le tiroir de mon bureau et sortis le revolver que j'avais acheté après le début des menaces. Je n'étais pas un homme violent par nature, mais je n'allais pas être une victime non plus. Comment veux-tu jouer ça? Demanda Marc. Prudemment. Ils veulent me faire peur, pas m'éliminer. S'ils me voulaient mort, ils auraient déjà essayé. La porte d'entrée explosa vers l'intérieur avec un fracas qui résonna dans tout le bâtiment. J'entendis des voix, des bruits de pas, le bruit d'équipement en train d'être brisé. Ils saccageaient l'endroit, détruisant tout ce que j'avais construit. Paris. La voix de Jean résonna dans le bâtiment. Sors et fais-moi face, espèce de lâche. Il était ivre. Je pouvais l'entendre dans sa voix, les mots pâteux et la bravade exagérée d'un homme qui avait bu son courage dans une bouteille. Les gens ivres font des choses stupides, commettent des erreurs que les gens sobres évitent. Reste ici, dis-je à Marc. Patron, c'est pas malin. Fais-moi confiance. Enregistre tout. Je sortis de mon bureau les mains visibles, l'arme glissée dans ma ceinture, mais cachée par ma veste. Jean se tenait à la réception, entouré de 5 autres hommes que je ne reconnaissais pas. Ils avaient détruit le bureau de Marie, brisé les ordinateurs, tagué des obscénités sur les murs. Le voilà, dit Jean, vacillant légèrement. Le grand David Paris, destructeur de famille. Bonjour, Jean. Tu as bonne mine. L'orange de la prison t'ira bien. Prison? Je ne vais pas en prison, petit frère. C'est toi qui iras. Vois-tu, nous avons des témoins qui témoigneront que tu as détourné des fonds de l'entreprise, volé des clients, trafiqué les comptes. Je faillis rire. Des témoins que tu as payés, tu veux dire. L'argent parle, David. Et j'en ai assez pour le faire chanter l'opéra. Où est Béatrice? En sécurité. Quelque part où tu ne la trouveras jamais. Mais je pouvais sentir son parfum. La même odeur chère que je sentais depuis 20 ans. Elle était là. Cachée quelque part, regardant son amant essayer de détruire son mari. Tu sais quel est ton problème, Jean? Dis-je en m'approchant. Tu m'as toujours sous-estimé. Toujours pensé que j'étais le frère stupide. Celui qui faisait le vrai travail pendant que tu récoltais la gloire. Parce que c'est vrai. Tu n'es rien sans moi, David. Rien sans le nom Paris. Peut-être, mais je suis quelque chose que tu ne seras jamais. Quoi donc? Malin. Je sortis mon téléphone et lui montrai l'écran. Il affichait un flux en direct des caméras de sécurité diffusées directement sur un serveur privé. Chaque mot, chaque action, chaque crime qu'il avait commis au cours des 10 dernières minutes était enregistré en haute définition. Le visage de Jean devint blanc. Espèce de fils de... Effraction, destruction de biens, menaces criminelles, conspiration. Tes nouveaux amis ici risquent probablement 5 à 10 ans chacun. Toi, tu risques plus puisque c'est ta deuxième infraction. Deuxième infraction? La plainte pour faute que j'ai déposée incluait des preuves que tu utilisais les ressources de l'entreprise pour ton gain personnel. Techniquement, de l'abus de biens sociaux. Le procureur était prêt à fermer les yeux dans le cadre du règlement du divorce, mais cela change tout. Jean se jeta sur moi, mais il était ivre et déséquilibré. Je m'écartai et le laissai s'écraser contre le mur. Ses amis commencèrent à bouger, mais Marc apparut derrière eux, son arme dégainée. Tout le monde gèle. La police est à 2 minutes. Le son des sirènes était déjà audible au loin. Les gros bras embauchés par Jean se regardèrent nerveusement, réalisant qu'ils avaient été piégés. Ce n'est pas fini, grogna Jean depuis le sol. Si, ça l'est. Béatrice émergea de l'arrière-boutique, l'air d'avoir pleuré. Elle fixa la destruction, j'enseignant de sa collision avec le mur, les armes et la débâcle complète de tout plan qu'ils avaient ourdi. David, s'il te plaît, dit-elle, ne fais pas ça. Pense aux filles. Je pense à elles. Je pense au genre de père dont elles ont besoin, au genre d'exemple que je devrais donner. Devrais-je leur apprendre que la trahison n'a pas de conséquences? Que tu peux détruire la vie de quelqu'un et t'en tirer impunément? Nous n'avons jamais voulu que ça aille aussi loin. Vous vouliez que ça aille exactement aussi loin. Vous ne vous attendiez juste pas à ce que je riposte. La police arriva avec son efficacité habituelle,
triant le chaos avec une aisance pratiquée. Jean et ses amis furent arrêtés, inculpés de multiples crimes. Béatrice fut interrogée, mais pas inculpée. Elle n'avait pas participé à l'effraction, avait juste été une observatrice. Alors qu'ils emmenaient Jean menotté, il se retourna vers moi avec une haine pure. « Ce n'est pas fini, dit-il encore. »« Ouais, ça l'est. » Mais il avait tort et j'avais tort. Ce n'était pas fini. Pas encore. La vraie fin arriva 3 jours plus tard dans la salle de conférence du cabinet de Keller. Béatrice était assise en face de moi, flanquée de son avocat, un jeune homme nerveux qui semblait préférer être n'importe où ailleurs. Keller avait son visage de joueur de poker, l'expression d'un chasseur qui avait coincé sa proie. « Passons en revue les termes, dit Keller. Garde exclusive des 2 enfants pour Monsieur Paris. Madame Paris reçoit des droits de visite supervisés à réviser annuellement. Pas de prestations compensatoires étant donné la condamnation pour faute et les circonstances aggravantes. Madame Paris conserve ses effets personnels et sa voiture. Monsieur Paris garde la maison, l'entreprise et tous les autres biens matrimoniaux. » L'avocat de Béatrice se racla la gorge. « Ma cliente souhaiterait demander. »« Votre cliente n'est pas en position de demander quoi que ce soit, » coupa Keller. Elle a commis l'adultère avec son beau-frère, a participé à une conspiration pour détruire l'entreprise de son mari et était présente lors de la commission de multiples crimes. Elle a de la chance de ne pas faire face à des accusations criminelles elle-même. Béatrice pleurait silencieusement, les larmes coulant sur son visage. Pendant un moment, je sentis la vieille sympathie, l'instinct de la réconforter qui avait été mon réflexe pendant 20 ans. Puis je me souvins de la chambre d'hôtel, des mensonges, de la façon dont elle avait regardé Jean. « Je signerai, dit-elle doucement. »« Béatrice. » Commença son avocat. « Je signerai. Je veux juste. Je veux dire quelque chose à David d'abord. » Keller hocha la tête. 5 minutes. Les avocats nous laissèrent seuls dans la salle de conférence. Béatrice et moi étions assis l'un en face de l'autre. 20 ans de mariage réduits à une pile de documents juridiques. « Je suis désolé, dit-elle finalement. » Pour quelle partie? La liaison? Les mensonges? Essayer de détruire mon entreprise. Corrompre la vision du mariage et de la famille de nos filles? Pour tout. Je sais que tu ne me crois pas, mais je n'ai jamais voulu que ça finisse comme ça. Comment voulais-tu que ça finisse, Béatrice? Avec moi acceptant tranquillement que ma femme préfère mon frère, avec moi m'écartant pour que vous 2 puissiez vivre heureux pour toujours? Je ne sais pas. Je ne pensais pas clairement. Tu pensais assez clairement pour planifier tout ça. 4 mois de chambre d'hôtel et de mensonges ne sont pas une erreur, Béatrice. C'est un choix. Une série de choix. Elle hocha la tête, acceptant le jugement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant tu vis avec les conséquences. Tu trouves un travail, un appartement, une nouvelle vie. Tu vois les filles quand le tribunal dit que tu peux les voir. Tu restes loin de moi et loin de Paris Électricité. Et Jean? Jean va en prison pour 3 à 5 ans s'il a de la chance. Son avocat pense qu'ils peuvent négocier à 2 ans ferme, mais il sera un criminel condamné de toute façon. Plus de licences d'électricien, plus d'opportunités d'affaires. Il aura de la chance de trouver un boulot pour faire des vidanges chez Midas. Béatrice tressaillit. Tu l'as détruit. Il s'est détruit lui-même. Je me suis juste assuré qu'il paie pour ça. Les avocats revinrent et Béatrice signa les papiers avec des mains tremblantes. 20 ans de mariage se terminèrent avec le grattement d'un stylo. La signature finale sur le document final. Alors que nous quittions le bâtiment, Béatrice attrapa mon bras. « David, attends. » Je me tournai vers elle. Cette femme que j'avais aimée plus que la vie elle-même. Cette étrangère qui avait trahi tout ce que nous avions construit ensemble. Les filles vont poser des questions à ce sujet un jour, dit-elle. Sur pourquoi nous avons divorcé, pourquoi leur famille s'est effondrée. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Je considérais la question. Qu'est-ce que je dirais à Léa et Chloé quand elles seraient assez grandes pour comprendre? Que leur mère était adultère? Que leur oncle était un criminel? Que l'amour ne suffisait pas pour surmonter la trahison? Je leur dirais que parfois les gens font des choix qui ne peuvent pas être annulés, dis-je finalement. Et que les actions ont des conséquences.
C'est tout. C'est suffisant. Béatrice hocha la tête et s'éloigna, disparaissant dans la foule des gens vaquant à leur vie normale. Je la regardais partir, ne ressentant rien. Pas de tristesse, pas de colère, pas de regret, juste un vide là où 20 ans d'amour se trouvaient autrefois. 3 mois plus tard, j'étais dans mon bureau quand Marie frappa à la porte. « David, il y a quelqu'un ici pour te voir. »« C'est qui ? » ?»« Ton frère. » Je levai les yeux des contrats que je révisais. « Dis-lui de prendre rendez-vous. Il dit que c'est important. Il dit qu'il a quelque chose que tu as besoin d'entendre. » Je soupirai et hochai la tête. « Fais-le entrer. » Jean avait l'air terrible. La détention provisoire l'avait vieilli, dépouillé du vernis et du charme qui avait été sa marque de fabrique. Il était plus mince, plus gris, portant un costume bon marché qui ne lui allait pas bien. Mais ses yeux gardaient toujours cette arrogance familière, la croyance qu'il pouvait se sortir de n'importe quoi par la parole. « Bonjour, David. »« Jean, tu es sorti tôt. »« Bonne conduite, peine aménagée. »« Je suis en liberté conditionnelle pour les 3 prochaines années. »« Félicitations. »« Qu'est-ce que tu veux ?» Jean s'assit sans y être invité, essayant de projeter une confiance qu'il ne possédait pas. « Je veux faire amende honorable. »« Amende honorable ? Je t'ai fait du tort, David. J'ai fait du tort à notre famille. Je veux arranger ça. » Je me penchai en arrière dans ma chaise et étudiai le visage de mon frère. « Comment proposes-tu de faire ça ? J'ai des informations sur Béatrice, sur des choses qu'elle a faites et que tu ne sais pas. Elle t'a volé, David, depuis des années. Elle détournait de l'argent des comptes du ménage, cachait des actifs, préparait un divorce bien avant que la liaison ne commence. » Je faillis rire. « Tu penses que je me soucie de l'argent, Jean, après tout ce qui s'est passé ? Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de vérité. Elle nous a joués tous les deux, David. Elle nous a fait nous battre l'un contre l'autre pendant qu'elle se positionnait pour sortir gagnante. Et tu me dis ça par pure bonté de cœur ? » Le masque de Jean glissa un instant, révélant le désespoir en dessous. « Je te le dis parce que j'ai besoin de ton aide. Je ne peux trouver du travail nulle part dans la région. Personne ne veut m'embaucher. On ne me laisse même pas soumissionner pour des travaux. Je suis fauché, David. Je vis dans un studio, je travaille à temps partiel dans une quincaillerie. Et tu veux quoi ? De l'argent ? Un travail ? Le pardon ? Je veux une chance de regagner ce que j'ai perdu. Une chance de prouver que je peux être le frère en qui tu avais confiance. » Je fixai Jean un long moment, me souvenant du garçon qu'il avait été avant que l'ambition et la jalousie ne le corrompent. Me souvenant du frère qui m'avait appris à lancer une balle courbe, qui avait tenu tête au brut quand j'étais trop petit pour me défendre. Ce frère était parti. Parti depuis des années, peut-être des décennies. À sa place était assis un homme brisé offrant la trahison enveloppée dans le langage de la rédemption. « Sors, dis-je doucement. David, s'il te plaît. Sors de mon bureau. Sors de mon bâtiment. Sors de ma vie. » Le visage de Jean se décomposa. « Elle va te détruire, David. Tout comme elle m'a détruit. Béatrice n'aime personne d'autre qu'elle-même. Peut-être, mais c'est mon problème maintenant, pas le tien. Nous sommes frères, David. Ça doit compter pour quelque chose. Nous étions frères. Au passé. Tu as renoncé à ça quand tu as décidé de coucher avec ma femme. » Jean se leva lentement, la défaite écrite dans chaque ligne de son corps. « Je suis désolé, David. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé. Ça ne vaut rien, Jean. Absolument rien. » Il sortit sans un autre mot, et je ne le revis jamais. 6 mois plus tard, j'entraînais l'équipe de foot de Chloé quand je reçus un appel de Michel, le détective privé. « Monsieur Paris, j'ai pensé que vous devriez savoir. Votre ex-femme est fiancée. » Je ne ressentis rien. Tant mieux pour elle. À un avocat de Paris, un type nommé Pierre Dubois. Riche, connecté, politiquement ambitieux. « Pourquoi vous me dites ça ? » Parce qu'elle a raconté aux gens que vous l'aviez maltraité pendant le mariage. Maltraitance physique, maltraitance émotionnelle, contrôle financier. Elle construit un récit pour contester la garde. Cela attira mon attention. Peut-elle faire ça ?
Elle peut essayer. Avec l'argent et les relations de son nouveau mari, elle pourrait causer des problèmes. J'ai pensé que vous devriez savoir. Je remerciai Michel et raccrochai, sentant la rage familière monter dans ma poitrine. Béatrice n'avait pas fini. Même après avoir tout perdu, même après avoir été complètement vaincue, elle essayait encore de me faire du mal. Mais cette fois, elle avait commis une erreur cruciale. Elle menaçait mes filles. J'appelais Keller. Jacques, c'est David Parry. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi donc? J'ai besoin que tu détruises quelqu'un complètement et totalement. Pas de pitié, pas de compromis, pas d'accord. Qui? Mon ex-femme. Elle prévoit de contester la garde, et je veux qu'elle soit enterrée si profondément qu'elle ne reverra jamais la lumière du jour. Keller gloussa. Je pensais que vous appelleriez. J'ai surveillé la situation, me préparant à cette possibilité. Qu'est-ce que tu as? Tout. Son nouveau fiancé a quelques irrégularités financières intéressantes. Rien de criminel, mais assez embarrassant pour mettre fin à sa carrière politique. Et votre ex-femme a été moins connaître sur ses antécédents professionnels, sa situation financière, même ses dossiers de santé mentale. Dossier de santé mentale? Elle voit un psychiatre depuis 6 mois. Dépression, anxiété, quelques notes inquiétantes sur son aptitude en tant que mère. Je peux faire révoquer ses droits parentaux en 60 jours. Fais-le. David. Vous êtes sûr? Cela mettra fin à toute possibilité de réconciliation, toute chance pour vos filles d'avoir une relation avec leur mère. Je pensais à Léa et Chloé, à la stabilité qu'elles avaient trouvée au cours de l'année passée, aux dégâts qu'une autre bataille pour la garde infligerait à leur jeune vie. Elle a fait le choix quand elle a décidé de me défier. Finiant, Jacques. Finiant définitivement. La bataille finale dura 3 semaines. Keller agit avec une précision chirurgicale, démantelant la vie de Béatrice pièce par pièce. Son fiancé rompit les fiançailles lorsque ses irrégularités financières devinrent publiques. Son avocat se retira de l'affaire lorsque ses dossiers médicaux furent assignés à comparaître. Sa contestation de garde s'effondra avant même d'atteindre le tribunal. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé dans le sud de la France, travaillant comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, vivant seule dans un T2. Jean est mort 2 ans plus tard, une crise cardiaque à 45 ans provoquée par le stress et l'alcoolisme. Je n'ai pas assisté aux funérailles. Aujourd'hui, 5 ans après que tout a commencé, je suis assis dans mon bureau chez Paris Électricité, examinant les plans de notre plus grand projet à ce jour, un complexe hospitalier de 45 millions d'euros qui emploiera 200 personnes pour les 3 prochaines années. L'entreprise est florissante, plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Mes filles vont bien. Léa est à l'université, étudiant l'ingénierie, prévoyant de rejoindre l'entreprise familiale. Chloé est en terminale, capitaine de l'équipe de foot, acceptée dans 3 universités. Ce sont des jeunes femmes fortes et indépendantes qui ont appris que les actions ont des conséquences et que la confiance, une fois brisée, ne peut jamais être entièrement réparée. Parfois, je me demande si je suis allé trop loin, si la vengeance que j'ai prise était proportionnelle à la trahison que j'ai subie. Parfois, je pense à l'homme que j'étais, confiant, indulgent, prêt à voir le meilleur chez les gens. Mais ensuite je me souviens de la chambre d'hôtel, des mensonges, de la destruction systématique de 20 ans de mariage et de fraternité. Et je sais que l'ancien David Parry aurait été détruit par ce qui s'est passé. Le nouveau David Parry a survécu et prospéré. J'ai construit une nouvelle vie sur les cendres de l'ancienne, plus fort et plus résilient qu'avant. J'ai appris que certaines personnes ne peuvent pas être dignes de confiance, que certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées, et que parfois la seule justice est la justice que vous créez pour vous-même. Béatrice et Jean pensaient pouvoir me détruire et s'en aller impunément. Ils avaient tort. Ils ont oublié une chose cruciale. Je suis électricien. Je sais comment couper le courant.